Et coucou, bienvenue dans Ciné Snacks, la chronique des séries B, du cinéma culte et des films tellement mauvais qu'ils en deviennent drôles. Je suis en compagnie d'Olivier. America, America, USA, USA, Je USA. suis avec Olivier qui se sent très bien aujourd'hui, puisque le film d'aujourd'hui l'a sans doute mis de très bonne humeur. Chickawa, chickawa. Le film d'aujourd'hui, du coup, c'est un film gros budget, hein. On n'a pas l'habitude des gros budgets, Non. avec 75 millions de dollars et un énorme casting. Will Smith, Jeff Goldblum, Vivica A. Fox, Bill Pullman, etc., etc., etc. Un énorme film, énorme film. Film d'ailleurs qui montre clairement que c'est pas parce que t'as beaucoup d'argent que tu vas pas faire de la merde. Oui, le film, du coup, a eu beaucoup de succès. Il y a pas mal de gens qui le considèrent comme un classique. Mais il a ses petits défauts, Mais oui. hein. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce film d'après vous? C'est Independence Day. Ah, trop bien. Il est réalisé par Roland Emmerich en 96. Emmerich, c'est un réalisateur qui est aujourd'hui tombé de haut, parce que ses derniers films se sont pas mal plantés au box-office, mais dans les années 90-2000, c'était une flèche montante. Il avait réalisé Universal Soldier et Stargate, juste quelques années avant, et les deux avaient cartonné. Ils sont exceptionnels. Et Independence Day a cartonné également. Ouais. Il a d'ailleurs eu un Oscar pour les meilleurs effets spéciaux. Alors, les effets spéciaux, ils ont été faits par qui? C'est pas par les Stan Winston? Non, c'est pas Stan Winston, j'ai regardé ça, Ouais. et je ne me rappelle plus, on va mettre son nom. Voilà. Voilà. Pof, ça apparaît. Du coup, le petit Emmerich, il est spécialisé dans les films catastrophes, pères divorcés, qui se remettent avec leur ex. Il aime aussi quand il y a des enfants, des chiens, des geeks, qui sauvent le monde, et des théoriciens du complot. Il aime bien mettre les gens dans des cases aussi, tu vois. Il faut que, voilà. Toi, t'es New-Yorkais, t'es pas un peu juif, tu vois. Je sais pas. Il y a, en tout cas, il aime bien quand il y a toutes ces catégories-là. Voilà. Et de film en film, on peut les revoir. C'est-à-dire que si vous voyez le jour d'après, vous retrouverez pas mal de similitudes. Qu'est-ce que toi tu as pensé de ce film, Olivier? Déjà, le souvenir que j'avais, parce que je crois que je l'ai vu au cinéma, j'étais assez impressionné. L'alien, les aliens sont vraiment très bien faits. Les effets spéciaux, je trouve qu'ils ont pas si mal vieilli. Après, vous ne voyez pas, mais je suis myope comme une taupe aussi. J'ai vraiment des goûts de chiottes, donc bon. Mais bon. Et dans mes souvenirs, le scénar, il était efficace. Bon, À la revue. ouais. À la revue, ça part en sucette. Mais vraiment, il y a énormément d'arc narratif qui ne sert à rien du tout. Notamment un arc narratif d'une redneck qui essaie de perdre son pucelage tout le long. J'appellerais pas ça un arc narratif. Je pense juste que c'est une idée qu'ils ont eue et ils l'ont balancée. Parce qu'il n'y a aucune conclusion à ça. Mais Oui, on va, oui, en plus, oui. du coup, on va même probablement pas y revenir parce Non. que ça ne servira à rien et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup trop de choses à dire aussi. Ouais, c'est l'autre gros défaut du film. Mes notes, mes pouces se sont cassés. Voilà, j'ai mal à cause de ce putain de film. Moi, je trouve que dans les années 90, il était vraiment joli, mais il était quand même un peu con. Ce film me fait penser à Philippe Candeloro. D'accord. Ok, développe. Et voilà, c'est joli dans les années 90, mais quand même assez con. Quand tu le laisses parler, tu te rends compte que il y a quelques lumières qui s'allument pas à l'étage, tu vois. Allez, c'est vrai qu'il y a des. Bah, vous allez voir. Si vous l'avez pas vu, heureusement on est là pour vous empêcher de voir ce truc. Oh, même pas pour vous empêcher. Moi, je vous suggère de voir ce film. C'est un film que j'ai pris plaisir à revoir. Moi je dirais qu'il est mieux que le 2. J'ai pas vu le 2. Oh. Oh. On va démarrer le résumé. Allez. Allez. Le film démarre sur la Lune, où on voit le drapeau américain, qui est posé par Armstrong et Aldrin. Supposément. À ce qu'il paraît, il tient tout seul.
Et la Lune est soudain couverte par l'ombre d'un immense vaisseau spatial. Un Oreo géant. Je suis désolé, il ressemble à un gâteau géant. Après, j'ai tout le temps faim, je suis d'accord, mais quand même. Ensuite, on voit le SETI, qui sont les paraboles qui servent à la NASA pour capter d'éventuels signaux extraterrestres. Et au SETI, un stagiaire est en train de glander et il se rend compte que les paraboles ont capté un message venu de l'espace. Moi, je comprends que Musk, là, il est en train de faire tout un énorme ménage. Parce que tout cet argent déposé pour que deux glandos soient en train de jouer aux jeux vidéo. Il n'y a même pas de demande, s'il y en a qu'un et il fait du golf. J'avoue. Ouais. Et ça, soit dit en passant, il me semble qu'au SETI, il n'y a pas de permanence. C'est juste, enfin, ça enregistre, mais après, j'ai jamais Peut-être jamais visité. J'ai jamais Tu visité ne sais le pas. SETI, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont des milliers, peut-être que c'est là qu'est caché tout l'or de Fort Knox. Je ne sais pas. Donc le stagiaire appelle son chef, qui se cogne la tête en sortant du lit. Et quand le chef arrive au SETI, il a encore mal. Donc peut-être qu'il s'est cogné la tête de partout Je sur le pense qu'il chemin. ça fait super mal. Ou peut-être qu'il habite dans le SETI. Peut-être. Oui. C'est tellement peu d'argent. tu vois. Il sort du lit et il arrive dans son bureau. C'est vrai qu'il se téléporte, hein, quand même. Mm. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont entendu des bruits de chaises dans la micro. Voilà. Et les bruits de chaises sur la Lune. Qu'est-ce qui se passe? Le film Independence Day comprend beaucoup de personnages qui vont passer le premier tiers du film à courir dans tous les sens. On va tenter de rendre ça clair, mais va falloir être attentif. Oui. Et on va faire aussi, quand on est gros bof et qu'on est un peu simplé, je pense qu'on va faire des gros résumés. Le président des États-Unis, on va l'appeler Bill Clinton. Et notre ami Goldblum, soit on l'appelle Goldblum, soit on l'appelle Seinfeld. C'est comme tu veux. Goldblum me va. Parce que c'est dur à dire, Seinfeld. Putain, c'est dur à dire. Ça a l'air dur, hein. J'arrive pas. Le premier personnage, donc, c'est le président des États-Unis, qui est joué par Bill Pullman, qui a joué dans beaucoup de films, mais en 96, Olivier et moi, on était gamins, donc on le connaissait surtout pour être le papa dans Casper. C'est vrai, j'avais oublié ça. Alors Bill Clinton, hein, c'est vraiment un homme simple, heureux. Il est copain avec tout le monde, franchement. Hein. Il se lève tard, épouse. Oui. Quoi, n'importe quel idiot pour être président des États-Unis. C'est la présidence à la cool. Ouais, j'avoue. Clairement, il est en pige devant tous ses subordonnés. Franchement, c'est cool. Hein. Il passe le premier acte du film à recevoir des briefings de la part de ses généraux qui vont lui dire que du coup des vaisseaux extraterrestres ont pénétré notre atmosphère et il ordonne aux gens de rester calmes, mais ça va pas durer. Ouais. Des bruits de chaises, des bouts de charbon qui font des bruits de chaises dans l'espace. Qu'est-ce que c'est? Le deuxième personnage important, c'est David, le geek de service, Oui. le divorcé de service également, Geek divorcé de service. qui va sauver le monde et qui parle tout le temps de recyclage. Ce qui ne sert à rien dans l'histoire, mais ça lui fait une personnalité. Oui, parce que le fait d'être new-yorkais, juif, Jeff Goldblum, hacker apparemment, tu vois. Oui. C'était pas assez, fallait en plus qu'il soit Fan écolo. de... Ouais. Il joue aux échecs avec son papa à Central Park, Ouais. mais il doit partir à son travail. Il fait de la maintenance dans une station télé à New York. À son travail, la station télé a été brouillée par un signal, donc le signal extraterrestre, et il va parvenir à le décoder parce que le signal est un compte à rebours en binaire. C'est le premier à décoder le compte à rebours, alors que c'est du binaire. C'est relativement accessible comme... Ça a l'air basique, en effet, je pense. C'est comme si les extraterrestres arrivaient et communiquaient en morse. Il devrait y avoir quelqu'un qui comprend. Assurément, tu dis que peut-être que parmi tous les mecs du SETI, il y en a peut-être un qui a dû se dire oh, qu'est-ce que c'est? Ben non, il a fallu le mec du câble, qui d'ailleurs est un vrai connard. Hein. Le mec, il débarque en vélo dans sa boîte en étant insupportable. Oui, il engueule tout le monde. Mais oui. c'est là qu'il parle de recyclage. Et à aucun moment, il prête attention aux autres. Il se rend même pas compte qu'il y a un énorme souci. Il est obligé de se faire briefer alors que tout le monde est en panique dans le bureau. J'avoue. On arrive à notre troisième personnage. C'est Russell, joué par Randy Quaid, qui est le complotiste de ce film. Il y a tellement... T'essaieras peut-être au montage de mettre soit
des bruits de musique de Seinfeld, la basse, ou des bruits de banjo en fonction des personnages pour qu'on comprenne qui là. Parce que là, c'est Banjoland. Incroyable. Olivier ne fait pas le montage, donc il me demande régulièrement Oui. de rajouter 10 000 merdes. On verra si je l'ai fait. Je vais pas le faire. Allez. Sinon, la prochaine fois, j'essaierai de les jouer. Le Russell, du coup. Russell est à la campagne. C'est un alcoolique qui dit avoir été kidnappé par des aliens à l'époque où il était pilote dans l'armée. Aujourd'hui, il vit dans une caravane avec ses 3 enfants, et ses 3 enfants ont terriblement honte de lui. Et le 4e personnage, vous l'attendiez, il est là, wiki scratch. Wild Wild West. C'est Will Smith, Putain. qui joue un pilote de l'armée américaine qui s'appelle le capitaine Steven Hiller. Et c'est la dernière fois que vous entendrez ce nom, puisque en réalité, il joue Will Smith. Il est flamboyant. Vous pouvez lui mettre tous Incroyable. les uniformes que vous voulez, c'est juste Captain Will Smith. J'avoue. Will Smith avec un chapeau de cow-boy, quel film? Wild Wild West. Bah oui, Will Smith avec des zombies. Je suis une légende. Will Smith qui tombe amoureux. Ah, Hitch. Et oui, il Expérience connaissait sélection. Will Smith, bravo. Will Smith qui tente de faire comprendre à son fils qu'il vaut le coup, mais en fait, il est assez merdique. Will Smith? Et... Ah Oui, mais dans le film. putain. Je sais plus moi. After Earth. Ah oui, bof, ouais. oui. Bon, alors, là, on a du coup une description, un portfolio de tous les Américains possibles selon du coup notre cher réalisateur Roland Emmerich, Qui est allemand. qui est allemand, oui. Voilà. Il y a tout le monde. Pendant qu'on nous présente tous ces personnages, les extraterrestres positionnent leur vaisseau au-dessus d'une quinzaine de villes tout autour du globe. David, donc Jeff Goldblum, comprend alors que le compte à rebours sert aux aliens à coordonner une attaque simultanée de tous leurs vaisseaux. Et il fait la comparaison avec un joueur d'échecs qui positionne ses pièces pour pouvoir attaquer simultanément. La comparaison marche pas. Parce Bah oui. que aux échecs, il n'y a pas d'attaque simultanée. Chacun joue à son tour. Oui. Puis il n'y a pas de vaisseaux spatiaux qui attaquent la Terre aussi les échecs. Non, mais... Je suis frustré parce que j'aurais voulu, à la place des échecs, je me dis, ils ont dû se dire, les petits chevaux, non, ça marche pas, la dame, le poker, non. Mais ce qui aurait pu marcher, là où il y a des attaques simultanées, éventuellement, c'est Warhammer. Ah, bah oui. Hein. T'aurais Si- kiffé. et tu vois, comme on le voit jouer aux échecs au début du film, moi j'aurais voulu le voir dans Central Park avec son père, avec ses petits hommes lézards contre des Skaven. Ça Et aurait été trop mon Croc-Sigor, charge ton prêtre gris. Ou je me rappelle plus comment s'appellent les Cul Skaven. sur la commode, on a encore parlé la semaine dernière de Warhammer. Il veut pas dire que c'est un énorme geek, et moi aussi. Donc David appelle son ex-femme et il dit qu'il est son mari au téléphone, au collègue de sa femme, ce qui est assez creepy, hein, parce qu'ils sont divorcés depuis 3 ans maintenant. Il appelle sa femme parce qu'elle bosse pour le président, Oui. et elle ne l'écoute pas. Et c'est pas genre une personne qui travaille un petit peu de manière éloignée à la Non, Maison Blanche, non. Elle est porte-parole de la Maison Blanche. Ouais. Mais elle est conseillère du président, enfin elle est dans... Elle a plus d'importance même dans le film que la femme du président. déjà, avec la... David part chercher son père et ils prennent la voiture pour aller à Washington. Et c'est à ce moment-là du film qu'il va falloir noter qu'il va y avoir pas mal de marouflades sur les distances. T'es pointilleux. Je suis pointilleux, mais le trajet New York-Washington, ça prend plus de 4 heures quand il n'y a pas de bouchon. Et là, on est en train de parler de 2 villes qui sont en pleine évacuation. Je pense que tu mets plus de 6 heures. Et alors qu'ils disent bien, on a que 6 heures on a moins de 6 heures pour prévenir le président. Pendant ce temps, Russell est arrêté par la police parce qu'il hurle que les aliens sont dangereux. Et c'est tellement important que les news, les infos, en parlent et interviewent des gens qu'ils connaissent. En plein milieu d'une invasion extraterrestre. Comme s'il n'y avait rien d'autre dont on pouvait parler, du coup. Oui, hein, parce que clairement, tout le monde est au courant qu'il
il y a des coquilles Saint-Jacques géantes qui sont en train Mais non, d'envahir l'espace. on va trouver, l'alcoolique du coin et commencer à interroger tous ses copains de beuverie. Bref. On n'est pas au bout des incohérences, puisque Will Smith nous apprend qu'il veut devenir astronaute. Mais on a refusé sa candidature. Et le pote pilote de Will Smith pense qu'il ne peut pas se fiancer avec sa copine, que Will Smith ne peut pas se fiancer avec sa copine, s'il veut entrer dans la NASA, parce que sa copine est stripteaseuse. Ben oui, c'est dans le dossier. Tu le savais pas? C'est obligation. C'est obligation. Ils le savent probablement, je veux dire, c'est les États-Unis, mais est-ce qu'ils en ont vraiment quelque chose à foutre? Bah non. Mais dans le puritanisme de Roland Emmerich, ça passe pas, ça passe pas. La copine en question s'appelle Jasmine et elle est jouée par Vivica A. Fox. Et elle nous offre une sympathique scène de danse exotique qui, à mon avis, cet élément de scénario a été suggéré par un producteur pour faire un peu saliver le public. Oui, j'avoue, je pense qu'il s'ennuyait. Moi, je vois la réunion des producteurs vraiment comme le caïd dans le dessin animé Spider-Man. Alors j'arrive pas à le faire, je suis malade. Dépasse tout, c'est moi de répète pour juste ce moment-là. Si je vous ai réunis, c'est pour parler du film de Roland Emmerich. Vous allez me mettre Vivica et Fox, et vous allez la mettre stripteaseuse. Et puis vous lui mettrez un petit string rouge. Rouge parce que j'aime les coquelicots. Oh putain. Jean-Marie Le Pen. Ouais, ça part en n'importe quoi. J'aime beaucoup. David, pendant ce temps, arrive à la Maison Blanche avec son papa. Et David pirate le téléphone de sa femme avec une petite antenne portable. Ça a l'air assez facile, en effet, comme ça. Bon, déjà, ça a l'air assez facile, en période de crise, de rentrer dans la Maison Blanche. Mais, Je spoil, peut-être. Tu spoil, puisque du coup, son ex-femme décide de le laisser rentrer et de rencontrer le président. Et on apprend que David a déjà rencontré le président et qu'il lui a même mis un coup de poing. Donc la sécurité est vraiment... Elle est aux fraises. Voilà, on peut le dire. Mais bon, il y a des extraterrestres, peut-être que tout le monde est un peu perdu. Oui, bon, on va peut-être pas augmenter la sécurité dans le doute, tu vois. David explique que les aliens vont attaquer. Et le président décide de lui faire confiance et de fuir la Maison Blanche. Il embarque évidemment David et son père dans Air Force One. Bah oui, parce qu'ils sont super importants. Oui. Père inutile d'ailleurs. Père clairement inutile. Oh, attention. Ah oui, attention, nous allons y venir. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses inutiles dans ce film d'ailleurs. Hein. Là, on vous dit pas tout, mais il y a beaucoup de scènes bien nulles. Bien nulles. En attendant, c'est le moment tant attendu de l'attaque des extraterrestres. Ah. Et la scène est vraiment bien faite. Ça, on peut être d'accord. Les effets spéciaux ont un tout petit peu vieilli, mais honnêtement, pour 96, c'était carrément génial. Ah bah clairement, j'étais à fond. Ouais. J'étais à fond. Mais c'est vrai que maintenant que tu dis que il a fait Stargate aussi, il y a quand même dans la forme, je trouve, des vaisseaux spatiaux, ça me rappelle un petit peu les vaisseaux qu'on tue dans Stargate, les scènes aussi, des scènes de combat, etc. Ouais. L'attaque alien, c'est la fin du premier tiers du film, et jusqu'à présent, le film est un bon blockbuster. C'est un peu cheesy, c'est un peu cliché, mais c'est assez honnête pour les années 90. Malheureusement, on arrive au moment fatidique où le niveau intellectuel du film plonge en piqué. Jasmine, donc la fiancée de Will Smith, qui tentait de fuir la ville, est bloquée dans un tunnel. Elle parvient à trouver un abri anti-incendie, mais au moment de fermer la porte, elle se rend compte qu'elle oubliait son chien. Boomer. Et elle laisse donc la porte de l'abri anti-incendie ouverte pour que son dogo puisse la rejoindre. Alors qu'elle a son enfant avec elle qui sont en danger. Mais non, le chien d'abord. Et heureusement, le feu s'élire. Et comme il y a marqué anti-incendie sur la porte, les flammes ne rentrent pas. Alors après, je suis pas américain. Peut-être pour ça que moi, j'aurais clairement laissé crever le chien. Mais bon, je ne sais pas. Ouais. Ça fait du bien dans les films quand le chien survit. Je veux dire, on a eu il y a pas longtemps un épisode de Rikio où le chien ne survivait pas. Putain, oui, j'avoue, c'était caché.
Donc Jasmine, le fils et le chien sont vivants, on peut poursuivre l'aventure. Le lendemain de l'attaque, tout le monde est choqué par ce qui vient de se passer. Tout le monde, sauf le copain pilote de Will Smith, qui va faire des blagounettes pendant que l'armée prépare sa contre-attaque. Je sais pas si c'est mal traduit, mais en français, il est pas drôle. Bah, fallait laisser un peu le comic relief, je pense, à David. Fallait laisser aussi un peu le comic relief, un peu à Will Smith. Bon, il y a une tentative. En plus, ce personnage, franchement, il y a déjà tellement de persos, tu sais qu'il va lui arriver un truc. Oui. Les militaires attaquent donc l'un des vaisseaux aliens à coups d'avions de combat, mais aucun missile ne parvient à pénétrer le bouclier. Parce que les vaisseaux extraterrestres ont un bouclier. Et les effets spéciaux qui étaient très convaincants à l'époque ont pas super bien vieilli dans cette séquence. C'est là où ça bavait un peu, là. Quand les chasseurs, parce que le vaisseau alien libère des chasseurs, et les chasseurs, on voit l'incruste. Ouais, c'est vrai. Mais comme je disais, à l'époque, on voyait rien, hein, c'était très joli. Plisser les yeux. En prime, tous ces chasseurs se mettent à descendre les pilotes américains, dont le pote de Will Smith. Oh non, je connais même pas comment tu t'appelles, je t'ai déjà oublié. Mais heureusement, Will Smith parvient non seulement à s'enfuir, mais également à descendre un des chasseurs aliens et en faire s'écraser un deuxième. Et il capture même le pilote du chasseur. Ouais. Il est trop balèze. Il est trop balèze. Cette scène, moi, c'est une de mes scènes préférées. J'adore le fait que, déjà, la bestiole, elle se réveille. Toi, tu seras en panique. Pas le Will Smith. Voilà, une bonne grosse patate de forain dans la gueule. Il n'y a pas une catchphrase bien conne du genre bienvenue en Amérique ou un truc comme ça. Bienvenue en Amérique. Allez, tiens. Pendant ce temps, sur Air Force One, le président et son équipe discutent de la démarche à suivre. C'est au milieu de ce débat confus que débarque le papa de David, qui du coup sert à quelque chose, puisqu'il se met à crier « Oh, de toute façon, on sait bien que vous avez déjà capturé un vaisseau alien à Roswell, et vous l'avez stocké dans la zone 51 !» Tout le monde se sent très embarrassé par cette vieille théorie du complot, mais avant que David ait le temps de redonner ses pilules à papa, le chef de la CIA explique que en fait, c'est vrai. Cette théorie du complot, tout est vrai. Information pas du tout importante. Les extraterrestres débarquent, tu vois. Le président des États-Unis, est-ce qu'il devrait être au courant de ce genre de choses ? Eh ben, c'est dur à dire. Voilà. C'est dur à dire. C'est peut-être qu'il vient de rentrer dans la Maison Blanche. Peut-être. Oui, bon, après, d'un côté, quand tu te lèves tous les matins à midi et que t'es président, je pense qu'il y a d'autres trucs, tu vois. T'as pas le temps peut-être de rencontrer tout le monde. Le président des États-Unis, donc, se fait expliquer par le chef de la CIA que le vieux grand-père et ses journaux à sensation ont visiblement plus d'infos que lui. Parce qu'il y a bien un vaisseau alien stocké dans la zone 51. Et au milieu de l'invasion extraterrestre, personne n'avait pensé à le mentionner. Ah non, mais ça sert à rien. Non, ça leur était sorti de l'esprit. Oh bah alors, tiens. Pendant ce temps, Jasmine se balade dans les ruines de la Californie et tombe, par hasard, sur la femme du président, dont on n'a pas parlé, mais qui était en Californie et qui est du coup gravement blessée par l'attaque. Oui, pour vous expliquer, quand je vous ai dit, il y a beaucoup de scènes, on a cuté, et en effet, on a estimé que l'accident d'hélicoptère de la femme du président était un peu inutile pour le reste du scénario. Il y en a trop. Il y en a vraiment beaucoup trop. Il y a vraiment trop de trucs à mater. Will Smith, quant à lui, est toujours avec son alien qu'il a capturé et il le traîne dans le désert et il se plaint de l'odeur. Pour la petite anecdote, c'était pas dans le scénario quand Will Smith se met à hurler « Mais c'est quoi cette odeur de merde ?» C'est parce que l'endroit où il tournait, il y avait vraiment une sale odeur. En fait, il tourne au Grand Lac Salé en Utah. Et dans ce Grand Lac, il y a, pendant les périodes d'assèchement, c'est très joli. Mais il y a parfois des bandes de crevettes mortes. D'accord, ok. Et du coup, ça a daubé. Ah oui, ça doit. En effet, bah écoute, c'est. Il paraît que c'est très... C'est l'acteur studio. Très très fort. Will Smith tombe par hasard, toujours, sur Russell et sa troupe de redneck
qui accepte de le charrier jusqu'à la zone 51. Alors, pour moi, après, tu parles de crevettes. Hein. Je pense que l'odeur, elle vient de ce tripot de camion qui est en train d'arriver. C'est possible qu'il ait senti Waouh. qu'il ait senti les banjos. Ça sent pas le chromosome en plus, là. Tu vois. Dans la zone 51, David, son ex-femme, son père, le président, sa femme, le petit prince. Oui. En vrai, on dirait une mauvaise blague. On dirait le début d'une blague raciste. Tu vois. Tout ce petit monde arrive dans la zone 51 et il rencontre le docteur Hawken, qui est joué par Brent Spiner de Star Trek Next Generation. D'accord, ok. Le Dr. Hawken, c'est le savant qui dirige les recherches sur les aliens. Le Dr. Hawken, il ressemble un peu au Dr. Raoult. Ouais, carrément. Et même dans les propos, hein, franchement, on est tout aussi incohérent. C'est pas une flèche. Il explique que depuis le début de l'invasion, le vaisseau qui est dans la zone 51 s'est remis en marche et qu'il émet des signaux. C'est le genre d'info un peu crucial Oui. dans une situation pareille. Qui, du coup, je pense aussi, a dû être remonté au référent de la CIA et qui, là aussi, n'a pas dû en parler. Qui sait dans cette réalité parallèle où les extraterrestres débarquent et tout le monde oublie, les infos décident de parler des rednecks. Will Smith arrive donc dans la zone 51 avec son cortège de rednecks, mais visiblement la base a adopté une grande politique porte ouverte et il laisse entrer tout le monde. Oui. Will Smith, l'extraterrestre, les rednecks, n'importe qui passe. Après, ils sont avec Will Smith. Oui. Bah, tiens. Est-ce que vous avez le mot de passe? Wiki wa. Ah, ça passe. C'est donc vous. C'est un vieux code, mais il est toujours valide. Les scientifiques commencent alors la dissection de l'alien ramené par Will Smith, mais l'alien se réveille et tue toute l'équipe médicale. C'est quand même. C'est là où, là, je pense que j'ai chuté. Franchement, même, je me suis dit, bon, allez, des incompétents, d'un point de vue bureaucratique, pourquoi pas. Mais là, putain, t'as une bestiole super dangereuse, vraiment vénère, tu vois. Ouais, mais sur un extraterrestre, où est-ce que tu mesures le pouls, Olivier? Je sais pas, mais tu l'attaches. Je sais pas. Fais un truc. Des mecs avec des flingues. Ils avaient peut-être pas de menottes. Peut-être, je sais pas. Couteau à huître, apparemment, ils en avaient vu la saloperie que c'est. L'extraterrestre prend ensuite le contrôle du Dr. Hawken et demande qu'on le libère. Quand le président refuse, l'alien lui lance une attaque mentale. Il a réfléchi. Et qu'est-ce qu'il fait? Heureusement, les gardes du corps butent l'envahisseur. Ben oui. D'ailleurs, ça me fait assez rire quand même. Hein, parce qu'on voit pas toutes les tentacules. Oui. Oui, voilà. Il y a un petit côté marionnette qui me fait assez rire, j'avoue. Oui, tu te demandes comment l'extraterrestre actionne la mâchoire Oui. du Dr. Hawken. Oui. Il y a peut-être un côté Jim Henson, peut-être que le Dr. Hawken a quelque chose. C'est le Muppet Show en tout cas. Il lui a mis la main au Hawken. Hawken, ben oui. Après cette attaque mentale, le président explique qu'il a pu lire dans les pensées de l'alien. Ce qui est très pratique pour expliquer un peu le scénario. Oui. Et la race des aliens prévoit d'exterminer la nôtre et de dévorer les ressources de notre planète. Ce qui est traité comme un twist. On nous explique que les méchants de l'histoire sont en réalité les méchants de l'histoire. Ah mon Dieu! Et en effet, heureusement qu'il y avait ce trait, tu vois, ce fil scénaristique important de contrôle mental, etc. Parce que je pense que moi, j'aurais jamais compris que les méchants étaient les méchants. Ouais. Je serais fait avoir. C'est comme si dans Die Hard, on parle souvent de Die Hard, si John McClane recevait un appel de Hal Powell qui lui dit « Attention John, ce Hans Gruber, c'est un preneur d'otages !» Oui. Merci. Je vais aussi faire une parenthèse parce qu'il y a une scène coupée dans Independence Day qui est assez célèbre. Et cette scène coupée, elle arrive avant la mort du Dr. Hawken, puisque le Dr. Hawken est dedans. Et le docteur explique que toutes les technologies que les humains utilisent depuis les années 50,
Roswell, si je dis pas de conneries, c'est 52, 53. Mm. On vous mettra la date sur le visuel. Du coup, depuis qu'ils ont ce vaisseau, bah, toute l'avionique, l'électronique et l'informatique, tout ça, ça vient des extraterrestres. Et c'est pour ça que notre technologie est aussi compatible avec la leur. Ça tombe bien pour la suite. Par Mm. contre, ça explique pas pourquoi ces super scientifiques de la zone 51 n'ont pas déchiffré le binaire. Non, ça n'explique pas non plus pourquoi cette scène a été coupée. Parce que bah, c'est un petit pansement, mais c'était déjà quelque chose. Grave. On va voir par la suite pourquoi il y avait besoin de cette scène. Et c'est vrai que toute la scène du crash d'hélicoptère etc., est tellement importante aussi, tu vois. Will Smith apprend que sa copine Jasmine a probablement été tuée pendant les frappes aliens. Et il décide donc de voler un hélicoptère pour vérifier si elle est morte ou pas. Quand il est surpris par un garde, alors qu'il est en train de voler un hélico, Will Smith lui dit simplement « Qu'est-ce que vous allez faire ? Me tirer dessus ?» Et ça marche. Bah oui, bah c'était donc ça le mot de passe. Tu vois, c'est trop facile. Après, Ça marche parce que c'est Will Smith. Et après, tu vois, bon, période de guerre, réquisition militaire, haut gradé, hein, bon, ça doit pouvoir passer. Non, Non, c'est... pas pendant une invasion alien. Même en dehors d'une invasion alien, on ne peut pas juste se pointer dans une base militaire, prendre un hélicoptère, à part si on est Will Smith. À part si on est Will Smith, ou à part si on est dans Stone Cold, apparemment, rappelons-nous. Encore une fois, les distances sont un peu filoutées, puisque Will Smith part de la zone 51 et trouve sa copine et la femme du président, par hasard. Hein, il a aucune idée de où ils sont. Et il a une ville, c'est tout. Et il est même pas sûr qu'elle soit là. Et il rentre pépère en à peine quelques heures, alors que bah, c'est quand même un trajet de plus de 800 km. Il y a un bouton Will Smith sur le moteur. Moi, je suis pas un expert en hélicoptère, mais je pense qu'il faut qu'il s'arrête à un moment faire le plein. Et cette scène, si elle est disponible, je voudrais la voir. J'imagine le ding dong. Bonjour, vous avez besoin de quelque chose ? Oui, alors, j'aurais besoin de 2000 litres de kérosène, des pansements pour la femme du président et un Fanta pour le Oui. gamin. Et puis, vous avez des réducs pour les petits essuie-glaces aussi, mais j'en prends. Will Smith ramène donc la femme du président dans la zone 51, mais elle succombe à ses blessures. Elle succombe à ses blessures alors qu'elle est consciente, elle est prise en charge, mais apparemment on peut rien faire pour elle. Il y a trop de scénarios. C'est pas possible, on peut pas lui enlever. Personnages surtout. il faut en éliminer maintenant. Dr. Ocken, au revoir. Femme Allez. du président, Au revoir. Boomer, Et pas le chien. toujours là. Toujours là. Boomer dans nos cœurs. David et Will Smith inspectent alors le vaisseau alien. Et c'est à ce moment-là que David a une idée de génie. Ils vont faire voler le chasseur alien jusqu'au gros vaisseau mère, s'infiltrer discretos et installer un virus dans la base de données des extraterrestres, puis faire péter une bombe. Et évidemment se carapater avant que tout explose. Alors, dans mes souvenirs, ils disent pas au début qu'il y a une bombe. Tu la prends après. C'est vrai, Tu la prends tout après. c'est vrai. Normalement, tu la prends après. Le plan est évidemment assez mal branlé. Il y a beaucoup de choses qui vont pas du tout. Mais vous inquiétez pas, ça va marcher. Bah oui. Et Will Smith, David trouve une prise USB chez les extraterrestres pour brancher son petit ordi portable. Will Smith apprend à piloter le vaisseau en un tour de main. c'est jeu vidéo ça. Ils arrivent du coup dans le vaisseau extraterrestre, dans un vaisseau qui a du coup plus de 50 ans. Enfin, ouais. C'est un peu l'équivalent de si tu veux infiltrer une base de l'armée de l'air aujourd'hui et que t'arrivais avec l'avion de Saint-Exupéry. T'arrives en biplan. Et qui dit ah oh, c'est toi nous bonjour toi nous Ça allez fait viens tellement rentre. longtemps. On t'attendait plus. C'est qui était. Ah vite faites chauffer le café. Bah oui. Mais tout marche en fait. Le vaisseau de Will Smith et David rentre. On les laisse entrer.
il se connecte à la base de données des extraterrestres et il infiltre son virus codé en Python. Alors déjà c'est super classe. Je trouve que la scène marche bien. T'as de la tension, tu vois qu'ils sont pas trop rassurés. Il y a un côté... Ça s'était pas trop développé, je trouvais, le côté buddy movie. Ouais. Là, c'est là, tu vois qu'ils bandent. Bon, à la fin du film, mais bon. Il se fume même un cigare Il se fume pour un cigare. tisser des liens, etc. Parce que au début, il me semble qu'il balance le virus, il y a un truc qui marche pas, et il y a un moment de tension. Là, le moment de tension, c'est qu'ils ont le capot du vaisseau qui bloque la vitre et est fermé, et eux ils se disent, bon bah comme ça on va pouvoir faire notre micmac. Mais les extraterrestres ouvrent le capot, et du coup ils disent, oh non, on peut nous voir, mais les extraterrestres se posent toujours pas de questions. Oui, clairement, en plus, moi il m'a fait mourir de rire, parce que je trouve qu'il classe, mais c'est une secrétaire. C'est Marie-Thérèse qui est derrière. David envoie virus anti-alien.exe chez les extraterrestres et il y a une petite tête de mort de pirate des années 90. Mourir de rire. J'avoue. Mais ça fait hacker. Je pense que ça a généré un petit peu l'imagerie qu'on a actuellement dans les films, l'esthétique, ouais. Bah, du hacker, quoi. Il y avait déjà, à la même époque, le film Hacker, je sais pas si tu l'as vu, avec Angelina Jolie. Ah oui. Et là, au niveau esthétique, on était à 2000%. Je pense qu'on peut le mater, lui aussi, d'ailleurs. Tu sais quoi, je n'ai aucun souvenir de ce film, à part que les scènes de hacking se font sur des ordinateurs qui tournent. Et ça m'avait marqué. Et... c'est un peu le milieu dans lequel je bosse et c'est un peu plus sobre que ça. Oui, c'est moins passionnant, je pense. Pas le hacking à la cybersécurité. Et en plus, je pense pas que tu bosses avec des Angelina Jolie aussi. Non. Mais tu sais, des fois, il y a des gens qui bossent en distanciel et si ça se trouve, c'est Angelina Jolie, moi j'en sais rien. C'est vrai, ça. Les deux compères, à la fin de leur mission, parviennent du coup à s'échapper du vaisseau au dernier moment, avec une petite référence à Jurassic Park, puisque c'est Jeff Goldblum qui dit faut aller plus vite, comme dans la voiture avec le tyrannosaure dans la Jeep. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié, ça. À ce moment-là, sur Terre, les pilotes de chasse américains, avec à leur tête le président Papa Casper, lui-même, qui vont pouvoir attaquer les extraterrestres, puisque leur bouclier ne marche pas sans le vaisseau mère. Qui, je réalise d'ailleurs, n'a servi vraiment pas à grand-chose tout le long du film. Il sert à prendre les décisions, d'écouter ce qu'on lui dit. Oui, j'avoue. Et éventuellement, il se trouve que, bon, c'est rapidement dit au début que c'est un ancien pilote de chasse. Et qui tombe bien. Il sert quand même à faire, avant la scène de combat final, il va faire le briefing qui est un peu le porte-drapeau de ce film. Ouais. Puisqu'il cite même « Ce jour sera le jour de notre indépendance !» Chez Prix Bas, les prix sont bas. Notre liberté. Oh Jack, paie-moi comme une... Non, c'est pas... Je confonds un peu tous les films, je crois. Au moment de lancer l'assaut final, c'est le drame. Les chasseurs extraterrestres ont été descendus, le bouclier est tombé, donc il n'y a plus aucun obstacle pour pouvoir attaquer le gros vaisseau qui s'apprête à retirer à nouveau sur une ville. Mais, qu'est-ce qui se passe-t-il à ce moment-là, Olivier ? Le missile, il marche pas. Le missile ne marche pas. Ah, parce que ce con a mis une petite photo, je suis sûr que c'est ça. Attends, tu sautes des étapes. D'abord, le président essaye de tirer, mais il a plus de missile. Ensuite, Russell arrive, puisque Russell était lui aussi pilote dans l'armée. Tout le monde était pilote dans l'armée, ou est pilote dans l'armée. Je suis étonné que Jasmine ne soit pas là, et Boomer également. Airbud, voilà. Rien ne dit qu'un chien ne peut pas être pilote dans l'armée américaine. Russell, du coup, arrive devant
le canon central, l'étoile de mer fluorescente du vaisseau extraterrestre, et s'apprête à lancer un missile. Mais le missile ne part pas. C'est vrai. Et c'est là qu'on a fait la théorie que pourquoi le missile ne part pas ? Parce que Russell a collé la photo de sa famille à côté de la commande, et du coup ça a causé un bug. Je pense que ça a coupé un fil. Voilà. Ma théorie, c'est ça. C'est une théorie très con, mais ce film a descendu notre QI à des profondeurs jamais atteintes auparavant. Oui, parce que par exemple, le canon laser, Théo vient de le décrire comme étant une étoile de mer géante. Oui. Moi, j'ai pas pensé à une étoile de mer géante. À quoi as-tu pensé, Olivier ? PG, c'est PG-13. On n'a pas... on n'a pas le droit de dire ça. Oui. Du coup, Russell, n'ayant plus de missile, il décide de se sacrifier et il rentre dans l'anus Voilà. du vaisseau. Tu l'as dit, c'est pas moi. Et le vaisseau alien s'écrase sous fond de Russell qui crie... Qu'est-ce qu'il crie déjà ? La liberté. Je sais plus. C'est moi, je suis de retour. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens que de la version anglaise où il Ouais, fait c'est vrai. I'm back. Ouais, je pense que c'est ça qu'il dit chez moi. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question. Je pense qu'il doit vraiment pas trop aimer ses gosses. Parce qu'il y avait un truc qu'il aurait pu faire pour s'en sortir. Un siège éjectable. Il aurait pu juste appuyer, tirer la manette. Qui, je pense d'ailleurs, quand t'es pilote de chasse, c'est peut-être le premier truc qu'on Oui, t'apprend. mais Tu vois. Olivier, le siège éjectable est bloqué par Parce qu'il a une photo de son chien, Groomer. J'imagine un chien redneck avec une canette de Pablouse, tu vois. Une Et, petite salopette. Du coup, comme les États-Unis sont sauvés, le film considère plus ou moins que le monde est sauvé. Mhm. Et le film se termine sur l'arrivée de David et Will Smith. Et l'ex-femme de David décide que finalement, son ex qui refuse d'accepter le divorce et qui infiltre ses appels téléphoniques, bah c'est quand même un bon gars. Bah ça va, il a sauvé le monde. Il a sauvé le monde, il connaît Will Smith. Enfin, je vais que demander de plus. Bah oui. Et C'est Jeff Goldblum aussi. Rappelons-le, quoi. le générique démarre sous un tonnerre de grincement. Ah ouais, c'est assez magique. C'est quoi déjà la musique? La musique m'a bien fait marrer aussi. Elle est assez incroyable. Bon, ce film, franchement, il me laisse mitigé quand même. Il y a des passages bien croustillants. Moi, j'ai passé un bon moment en le regardant. Et je conseille à ceux qui ne l'ont pas vu de le voir, parce que peut-être que avec votre regard plus moderne, vous aurez une opinion différente, parce qu'à l'époque, tout le monde était fan de ce film. Il y a très peu de gens qui avaient noté qu'une fois passé le premier tiers, le film devient absolument stupide. Les gens sont endormis, je ne sais pas. Non, je pense que comme le début est bien, tu te laisses porter, puis c'est Will Smith, c'est Jeff Goldblum, et tu te laisses abrutir. C'est clairement possible. Et après, quand je dis l'effet visuel, je trouve que l'alien est vraiment bien fait. Tous les vaisseaux spatiaux, c'est très cool. Le film mérite son Oscar des meilleurs effets spéciaux. En plus, j'étais jeune, moi, je trouve. Oh, du binaire, le mec du câble, il a l'air trop cool, tu vois. Et c'est également le film qui a le record du nombre de miniatures. Parce que 96, c'était un peu la fin des miniatures. Après ça, on passe aux effets numériques. Mais du coup, ce film utilise plein de miniatures, genre plus de 250. Je ne me rappelle même plus du chiffre exact. Mais du coup, ils ont pété le record de l'époque et personne ne les a battus depuis. Parce que J'avoue. Tout le monde fait ça avec des images de synthèse. Alors, truc qu'on n'a pas dit quand même. Après que notre super redneck a réussi à trouver comment faire péter les vaisseaux spatiaux, le président des États-Unis dit: il y a plein de vaisseaux spatiaux partout dans le monde. Dites-leur comment il faut faire. Bon, c'est pas compliqué, il vous faut Will Smith, Jeff Goldblum, un alcoolique, tu vois. Là, la partie Will Smith, Jeff Goldblum est réglée. Il y a besoin que d'un alcoolique. C'est vrai que c'est la technique homologuée des US. Envoyez vos alcooliques. c'est une forme de kamikaze en fait. Ils sont réconciliés avec le Japon. J'aurais aimé qu'on voit un peu tous les pays. En France, Gérard Depardieu dans son vaisseau. Oh eh ben alors, on est pas bien là.
Après, je pense que les extraterrestres, ils voient arriver Gérard, ils se barrent. Oh non, 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 non. Bon, on va pouvoir passer à nos bullet points. Ah oui. Est-ce que tu es prêt pour les bullet points? Allez. Alors, les bullet points. Bon, déjà, je suis assez critique, mais c'est un bon feel-good movie. C'est-à-dire, le chien, il survit. Que demande le peuple? Le chien survit. Donc, c'est un film pour les amoureux des chiens. Ouais. Faudra la cuter celle-là, mais vu Vika Fox aussi, c'est un film pour les amoureux des... Ouh. Allez, on la met. Ça passe. Bon, clairement, en vrai, elle n'est là que pour sa plastique, hein. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Son fils aussi est très espiègle, on n'a pas décrit son fils, mais c'est vraiment Will Smith. Non, on peut pas décrire tous ces personnages. Ça suffit. Et moi, j'avais bien aimé son fils. Ça va être mon bullet gosse. point. Si vous aimez quand il y a tous les personnages, si vous avez aimé Suikoden, si vous aimez quand il y a trop de personnages, Si vous aimez le bottin, ouais, si vous aimez l'annuaire. l'annuaire. Non, les effets spéciaux sont franchement pas vieillissants. Ouais, ça c'est Pas trop. C'est un 100%. Pour l'époque, c'était magnifique. Ouais, l'extraterrestre, ça va vachement bien fait. Enfin, c'est cool. Will Smith, c'est peut-être un de ses premiers gros films. Je crois que c'est son premier. Si c'est pas son premier, c'est son deuxième maximum. Ouais. Les années 90, il sortait du Prince de Bel-Air. Donc on a le début cinématographique de Will Smith, avec toujours un charisme exceptionnel. Ah bah bien sûr. Donc oui, Will Smith est absolument un gros plus pour ce film. Et Jeff Goldblum, moi je suis un grand fan de Jeff Goldblum. Et si vous regardez un peu le monde d'aujourd'hui, et que vous dites, les théories du complot, c'est devenu assez présent quand même, et ben vous pouvez voir l'origine du mal avec les films de Roland Emmerich, et notamment ce film. En fait, les extraterrestres, c'est les gens qui ont pris le vaccin. Ils sont devenus fous. Oui, et c'est eux qui ont fait venir les immigrants sur la Lune Bah pour oui. créer des camps d'esclaves et ensuite rendre les grenouilles homosexuelles. Wow, West. Incroyable. Non, mais voilà, c'est un bon film. C'est un bon film. Vous pouvez le voir. Vous avez passé un bon moment. Vous attachez pas trop au scénar, quoi. Non. Mais sur ce, je pense qu'on peut souhaiter à nos auditeurs une très bonne journée et de remater ce film. Oui. Bon courage.